Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette même vidéo si elle vous a plu et laisser un petit commentaire d'encouragement si vous avez aimé le contenu. Revenons à notre sujet. Suite au Jeudi noir de 1929, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo que vous pouvez voir en haut à droite, l'État américain va essayer d'intervenir pour tenter d'enrayer la crise économique, mais cela va finalement l'augmenter et avoir de lourdes conséquences. On pense notamment au Holy Smoke Tariff Act de 1930, promulgué en juin donc de cette même année, 1930, et qui est une taxe d'importation sur les produits étrangers et qui ajoutait environ 20% du prix déjà élevé des droits d'importation sur les produits agricoles et les produits manufacturés étrangers. Il faut noter qu'il existait déjà une loi adoptée en 1922, la Forney-Macumber Act, qui avait déjà augmenté la taxe à l'importation moyenne sur les produits étrangers d'environ 40%. Tout ceci dans le but de favoriser la production et les entreprises américaines. Le Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 a donc augmenté les droits d'importation américaines dans le but de protéger les agriculteurs et industries américaines de la concurrence étrangère. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. En effet, les autres pays prennent aussi des mesures en conséquence sur les produits américains. Ainsi, les importations américaines depuis l'Europe déclinèrent de leur maximum, de 1,334 milliard de dollars en 1929 à seulement 390 millions en 1932, soit une chute de plus de 70%. Alors que les exportations américaines, à leur tour, vers l'Europe chutèrent, passant de 2,341 milliard de dollars en 1929 à 784 millions en 1932, soit une chute de près de 2 tiers. En conséquence, le commerce mondial déclina d'environ 66% entre 1929 et 1934. Une des conséquences visibles de cette crise est donc un chômage massif. Bon nombre de foyers qui avaient des crédits pour leur maison se retrouvent à la rue et ruinés. Les agriculteurs aussi, qui ne peuvent pas payer leurs crédits, se font tout bonnement expulser de leurs fermes. La population essaie tant bien que mal de se loger ou de se construire des logements sommaires comme les bidonvilles d'aujourd'hui, que l'on nommera à l'époque les Hoovervilles, en hommage sarcastique à Hoover. La politique économique du pays est fortement remise en cause. De plus, les plus riches ne sont pas épargnés par la crise, bien au contraire, étant donné qu'ils étaient les premiers concernés. C'est donc dans ce contexte difficile que les élections de 1933 se déroulent. Le résultat est assez logique et c'est donc le camp opposé au président sortant qui s'impose. Franklin Delano Roosevelt est donc élu assez facilement en mars et il propose alors un New Deal au pays. En tant que démocrate, il met en place la politique de l'État-providence, c'est-à-dire que l'État doit intervenir le plus possible dans l'économie. C'est l'État fédéral qui décide et non le marché. Il est donc en totale opposition avec ses prédécesseurs. Ainsi, il mettra en pratique son New Deal en 2 temps. Le premier axé sur du court terme qu'on a appelé les 100 jours, dans lequel il décide d'encadrer et de mieux contrôler les banques. Il veut aussi soutenir l'agriculture mise à mal, comme on l'a vu, à cause des crédits, et met en place une planification encadrée par l'État, qu'on a appelé l'Agricultural Adjustment Act. Les prix des produits agricoles après la crise de 1929 avaient fortement chuté. L'Agricultural Adjustment Act visait à redonner de la valeur aux récoltes des agriculteurs, afin de stabiliser leur situation en constante dégradation depuis le début des années 1930. La loi octroyait ainsi des crédits à faible taux et des indemnités compensatrices aux agriculteurs acceptant de ne pas cultiver une partie de leur terre. L'objectif de cette loi était de réduire la production et l'offre, ce qui entraînerait en conséquence une hausse des prix des productions agricoles, car à cette époque, déjà 15 millions d'agriculteurs américains étaient proches de la rue. Il s'attaque aussi après à l'industrie américaine à travers le National Industrial Recovery, qui tente à réduire les heures de travail dans l'industrie et augmenter les salaires. Un bureau national du travail sert aussi de médiateur dans les conflits entre patrons et ouvriers. Il encourage aussi les industriels à signer des codes de concurrence loyale ou de bonne conduite. Et d'autre part, il accorde aux ouvriers la liberté de se syndiquer et de négocier des conventions collectives. Pour rappel, une convention collective est un texte signé par un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
dont l'objet consiste à établir un ensemble de conditions d'emploi et de travail, ainsi que des garanties sociales. Ces textes permettent de compléter les règles du droit du travail applicables aux salariés en fonction des caractéristiques propres à un métier ou à une branche professionnelle. Les travailleurs ont donc plus de droits, comme par exemple une aide financière et une aide d'urgence en cas de besoin. Ces mesures ne sont pas salvatrices, mais elles ont le mérite d'atténuer la crise et d'améliorer la situation. La seconde moitié du New Deal va se mettre en place dès 1934 jusqu'en 1938, avec des mesures axées sur le social, car au début, les entreprises n'ont pas voulu reconnaître les syndicats. Roosevelt décide donc de créer le fameux National Labor Relations Board, qui est une agence indépendante du gouvernement fédéral américain, chargée de conduire les élections syndicales et d'enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail. Il se compose de 5 membres et d'un conseil général, General Council, tous désignés par le président américain avec l'accord du Sénat. Cette mesure fait donc suite à l'adoption du National Labor Relations Act, qui est une importante loi fédérale américaine signée en 1935, pendant le New Deal, qui défend les droits syndicaux des salariés du secteur privé. Parallèlement, l'État se penche aussi sur la situation du consommateur, avec la création d'un Consumers Advisory Board chargé de recueillir les plaintes des consommateurs contre les prix élevés. Un Consumers Guide, guide du consommateur, est ainsi créé pour fixer un prix théorique des biens de consommation de base. Il y aura aussi un troisième volet, celle des aides sociales et des retraites. C'est le Social Security Act de 1935. Il instaure un système de protection sociale au niveau fédéral. Retraite pour les plus de 65 ans, assurance chômage et aides diverses pour les handicapés. La maladie et l'invalidité n'étant cependant pas couvertes, les aveugles et les enfants handicapés reçurent des aides financières par des subventions fédérales. Parallèlement à toutes ces mesures, on peut aussi évoquer la politique de grands travaux mise en place par Roosevelt dans le but de moderniser des infrastructures vieillissantes afin d'en créer de nouvelles. On pense notamment aux routes et aux autres aménagements urbains. Ainsi, en conclusion, et comme vous l'aurez compris, l'élection de Franklin Delano Roosevelt aura permis de mettre en place toute une série de réformes qui étaient sans doute nécessaires pour que les États-Unis se relèvent du jeudi noir et surtout de la Grande Dépression qui touche quasiment tous les pays du monde après 1929. La première présidence de Roosevelt sera marquée par une intervention massive de l'État dans l'économie, par le contrôle du système bancaire et par une politique de grands travaux publics, comme la construction de barrages hydroélectriques, la modernisation des routes ou l'entretien des parcs pour lutter contre le chômage. Il y aura aussi l'abandon de l'étalon or et l'instauration d'un régime de retraite doublé d'une assurance chômage appelée Social Security Act datant du 14 août 1935. Les historiens considèrent encore aujourd'hui que les résultats de cette politique sont mitigés, mais Roosevelt parvient à redonner confiance aux Américains et est réélu en 1936, en remportant 46 États sur les 48 de l'époque. Son second mandat sera marqué, quant à lui, par le second New Deal, avec la fixation d'un salaire minimal, la limitation du temps de travail à 40 heures et l'interdiction de travail des enfants. Ainsi, avec le New Deal, Roosevelt aura véritablement jeté les bases de l'État-providence moderne et keynésien, dans un pays où cette culture de la protection sociale était à l'époque totalement absente. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!